Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez à merveille et que cette chaleur ne vous tue pas hein, sur place. Du moins, comme elle le fait avec moi actuellement. Je suis actuellement en train de décéder. Meilleures conditions pour lancer un live. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour. Le A est en vacances, désolé. Le planning aussi, if I speak. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai une flemme monumentale de faire le planning. C'est catastrophique. Genre depuis hier, je suis là à me dire, faut que tu te déterres, faut faire ce planning. Mais en fait, cette semaine, il va pas y avoir énormément de streams parce que demain, je suis en initiation Warhammer avec un collègue de travail. Du coup, je vais pas être dispo pour streamer. Jeudi, je bosse. Vendredi, je suis à la Japan. Samedi, je suis à Rennes pour le tournoi de la DAC. Et dimanche, on fait le tournoi de la DAC. Donc, je vous avoue, est-ce qu'il y a réellement besoin d'un planning? Je sais pas. Tu ne changes pas, toi. Toujours une diva, quoi. On allume une caméra, c'est bon, ça vient se dorer la pilule, quoi. Ouais, ouais. Ouais, fais la meuf, là. Allez. Hop. Non, non. Mais, mais le chat. Le chat. Hop là. Non, s'il te plaît. Allez. Allez, bouge. Non, je vais te jeter. Once again. Tiens, hop là, par là cette fois. Excusez-moi, j'ai l'éducation de ma fille à faire. Bon, c'est bon, je vais arrêter avec ce chat de toute façon. Laisse-lui ses minutes de gloire à ce chat. Et bah écoute, on va lui laisser ses minutes de gloire à ce chat. Tu te rends compte, tu te fais défendre par le chat, quoi. Genre, c'est fou. Tu me regardes comme si je te devais un truc. Tu sais que c'est moi qui te nourris quand même. Bah, tu t'en fous de ça. Bref, bon. Le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps sur YouTube. On va regarder quelques games aussi. Vanquish ou ça. Euh, Si on a le temps cette semaine. Alors, si il y a un live qui s'y prête, autre que celui-là, parce que là, je vous avoue, avec la chaleur, je suis incapable de réfléchir. L'idée, ça va être de travailler un peu sur RB, de voir un peu ce que. Putain, ce que le support psychique et ce que fait Artmaga aussi. Donc ça, on les rajoutera dans la liste de lecture. Je ferai pas ça aujourd'hui parce que très honnêtement, genre la chaleur est en train de me tuer et le stream devrait être relativement court dans le sens où je pense que je vais avoir 1 heure et demie devant moi à peu près. Donc on va essayer de faire ça ensemble. C'est quoi déjà le nom du petit chat? Le chat s'appelle le chat. Premier degré. Genre de base elle a un nom, mais moi je l'appelle le chat. Beaucoup plus facile pour se souvenir. Non, le chat c'est nous. Mais comment ça, Julie est sur ce stream? Mais comment ça? Il y a des écrans adaptés à ta taille? Déjà, première nouvelle, j'en apprends plus, tu vois. Ce chat s'appelle Tsuki. Voilà. Hein? Hein? Comme ça que tu t'appelles, mais tu l'as pas choisi. Non, parce que tu ne parles pas. Le chat, c'est mieux, effectivement. Bah, tu vois, je ne vais pas te mentir. Mais elle peut pas se battre. Elle a pas des chasses. Et puis si elle avait des échasses, faudrait qu'elle les tienne, tu vois. Genre, on ne joue pas dans la même catégorie. Bref. Bref. Bon. Du coup, comment ça va se passer? On va partir réact quelques vidéos sur YouTube. Il y a déjà la nouvelle vidéo de Tero qui est arrivée il y a 4 jours maintenant. Euh, donc on verra bien. On verra bien ce qui va traîner d'autre. Je vous avoue, j'ai absolument pas préparé ce live. Hein. Comme quoi,
Comme quoi, pourquoi préparer ce live? Moi, je pense que c'est surfait. Et si derrière on voit qu'il n'y a pas vraiment de vidéo à aller checker, ce qu'on fera, c'est bien évidemment aller sur DB et puis peut-être se battre contre vous, peut-être contre quelqu'un d'autre. Ouais, je colle la légende, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas des vidéos TikTok à tourner, toi? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cole, il marche dans des parcs et il parle de films. Voilà, c'est le meilleur format de vidéo que j'ai jamais vu de ma vie. Il fait genre, il prépare les autres lives. Mais t'arrêtes de me mettre des balles, toi! Tu prépares pas tes trains de l'équipe, c'est pas pour autant que je te mets des cartouches! Genre, c'est quoi ça? Aujourd'hui, tout le monde est là pour me casser les couilles. Enfin, c'est chaud! C'est chaud, c'est chaud! T'attends Jurassic World 4, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Genre, c'est le même principe, hein. C'est des lézards sur une île qui sont un peu plus gros que d'habitude parce qu'un moustique a chié dans de l'ambre. Genre, le speech ne change pas, juste les acteurs. Genre, c'est fou ça. Bref. Bref. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Hop. Les 5 parties d'Exodia le maudit. Les jambes, les bras et la tête, assemble-les tous pour anéantir ton adversaire. Il en manque une. Il manque le Little D. Tout le monde le connaît, même ceux qui ne jouent pas. La carte la plus dangereuse de Yu-Gi-Oh! À une époque, elle était tellement populaire, tellement rare, tellement recherchée qu'elle a failli coûter la vie de plusieurs dizaines de personnes. Oui, comment vrai, ça? Exodia a presque causé un drame. De nos jours, les 5 membres de l'interdit sont faciles à trouver et leurs copies ne valent que quelques centimes. Mais au tout début, c'était différent. Bien avant l'animé, Yu-Gi-Oh! Est un manga sorti en 96, beaucoup plus dark et très différent de ce qu'on connaît. Le concept de duel de monstres n'arrive qu'au 9e chapitre, lorsque Kaiba vole le dragon blanc de Yugi. Mais contrairement à l'animé, là, aucune trace d'Exodia. Pour le voir, il faut attendre le chapitre 39, la revanche de Kaiba. Ce duel, tu le connais, c'est celui du premier épisode. Yugi assemble les 5 parties et oblitère les 3 dragons blancs. Les fans adorent, et porté par ce succès, Yu-Gi-Oh! Qui parlait jusque-là de tout type de jeu décide de se concentrer uniquement sur les duels de monstres. En un sens, sans Exodia l'interdit. Alors attendez, parce que en même temps, la petite notif Discord, on va vous tenir au courant, mais il y a des gens qui travaillent sur le vlog actuellement. Pas moi, pas le temps. Et donc du coup, j'ai des petits shots à tourner. Mais le vlog avance. Et ça on apprécie. Alors d'ailleurs, le vlog, comment ça va se passer? C'est que moi, je pense que je le ferai valider par quelqu'un d'autre et on le découvrira ensemble en live. Ça, c'est à peu près une certitude. Et je pense que ça va être exceptionnel. J'ai déjà vu un passage qui m'a fait mourir de rire, mais ça, c'est autre chose. Et je pense que ça va être exceptionnel. Actuellement, le vlog, en brut, dure environ 35 minutes. Et je pense que ça va être incroyable. Pour ma carte de l'époque, il était dur à... Yu-Gi-Oh! Tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait pas. Sans surprise, lorsqu'en 1999 on commence à imprimer les toutes premières cartes, les fans sautent dessus. Et quand en mai de la même année, dans le 3e booster jamais sorti, on découvre la jambe gauche d'Exodia, la communauté explose. C'était un présage, et la chasse pour la plus légendaire des séries de cartes venait de commencer. La deuxième partie, le bras droit, n'arrive pas dans un booster, mais en promo d'un guide pour Dark Duel Story 2. 20 ans avant Master Duel, un des tout premiers simulateurs. Ce jeu, j'ai passé des heures et des heures dessus. Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres qui était sorti sur Game Boy Color à l'époque. De l'histoire de Yu-Gi-Oh! La hype monte. En juillet, les joueurs découvrent la jambe droite dans le booster volume 4, puis quelques semaines plus tard, le bras gauche arrive dans un autre guide pour Dark Duel Story, avec une annonce. Fin août, Konami organise un gigantesque tournoi au Tokyo Dome, la plus grande scène du Japon. Là, et seulement là, tu pouvais acheter un booster spécial Premium Pack 1. À l'intérieur, la tête d'Exodia le maudit. Une manière de pousser les gens à venir. Et ça a marché. Un peu trop même.
Konami avait sous-estimé le succès de son jeu. Il s'attendait à 40 000 personnes, ils en ont eu 65 000. Beaucoup plus qu'ils ne pouvaient le gérer. Rapidement, le dôme devient noir de monde, principalement des enfants qui tentent désespérément d'atteindre l'unique comptoir où sont vendus les boosters. À l'extérieur, c'est 10 000 personnes qui sont tassées contre les portes, incapables de rentrer, empêchant au passage quiconque de sortir. Konami est débordé, il n'y aura jamais assez de packs pour tout le monde. Il retarde la vente de plus de 2 heures pour tenter d'organiser une file en vain. 2 heures bloquées sans issue dans une foule bruyante et compacte. La tension monte. Finalement, Konami abandonne et annule le tournoi ainsi que la vente de boosters. Mais là, ça explose. On proteste, les gens se plaignent d'avoir attendu trop longtemps pour repartir les mains vides. Certains deviennent violents et créent des mouvements de foule. Finalement, Konami n'a plus le choix et appelle les forces de l'ordre. La brigade anti-émeute arrive sur place et force tout le monde à partir. Au total, plusieurs dizaines de blessés, dont 2 hospitalisations. On a frôlé le désastre. L'histoire fait le tour du monde. Konami n'a d'autre choix que de s'excuser et d'organiser la vente des premium packs par la poste. Enfin, les joueurs peuvent assembler la 5e partie d'Exodia et se rendre compte qu'il est en fait claqué au sol. On en parle même dans la toute première vidéo de cette chaîne. Mais pour toujours, on se rappellera de cet événement comme l'un des pires tournois de l'histoire des cartes à jouer et comme le tout premier scandale de Yu-Gi-Oh! L'histoire du jeu des ombres est loin d'être lisse. Sous la surface se cachent de sombres secrets que Konami aimerait beaucoup qu'on oublie. Moi c'est Teromik et accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on déterre les pires scandales de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Juste avant, les amis, on a sorti la vidéo la plus importante de la chaîne. L'histoire entière de Albaz et Ecclesia en animation avec des comédiens de doublage. 1 an de travail acharné. On a adoré faire ça et je suis trop content de voir que le résultat vous plaise. Et pour fêter ça, on a sorti 2 pulls exclusifs. Au dos, un design de Batshiba qui a fait pas mal d'illustrations pour la vidéo et à l'avant, un symbole brodé en France. On veut quelque chose de qualité, un vêtement confortable que tu peux porter en tournoi. Normalement, on était censé fermer les précommandes le 30, mais vous avez été beaucoup à nous demander de le garder un peu plus longtemps, du coup on laisse le site ouvert 72 heures de plus. Vous avez encore 5 jours pour les prendre, après c'est fini. Le lien est en description, allez voir ça, ça nous permettrait de continuer de sortir des vidéos ambitieuses en plus des autres et ça ferait vraiment plaisir. La plus grande arnaque de Yu-Gi-Oh! Balise dans Master Duel, ça va être exceptionnel. Yu-Gi-Oh! Ne serait rien sans son animé. Ultra populaire au Japon, au point où en 2001, la Shueisha décide de l'exporter vers l'Occident. Là-bas, il se tourne alors vers la référence en termes de série animée de l'époque, 4Kids Entertainment. One Piece, Pokémon, Sonic X, Tortue Ninja, le géant du cartoon était le partenaire idéal pour faire connaître Yu-Gi-Oh! Au monde entier. Du moins, en apparence. Même si les audiences sont bonnes, la série, déjà bien différente du manga, est charcutée. Pour la rendre plus adaptée pour le public américain, on change les noms des personnages. Jonuchi devient Joey, Anzu Théa, et surtout, on retire tout ce qui peut être vu comme satanique, sexuel ou violent. Exodia et la magicienne des ténèbres perdent leur pentacle, les harpies sont réhabillées, et Bandiken dit au revoir à son flingue. Oui, du coup, ça rend certaines scènes assez ridicules. Et ça touche aussi les cartes. Sans plonger dans la montagne de censure que le TCG subit d'ailleurs encore aujourd'hui, tu remarques que les cartes de l'animé n'ont pas exactement la même tête. Alors ça en fait c'est pour contourner la législation américaine qui aurait sinon considéré l'animé comme un placement de produit et aurait restreint sa diffusion. Mais ça va plus loin, on change aussi l'intrigue, par exemple en retirant la romance entre Théa et le pharaon, ou alors ça. Regardez un peu autour de vous, bande d'idiots. Nous nous trouvons dans le royaume des ombres. Invention totale de 4Kids. Au Japon, les personnages meurent pour de vrai, mais là, quand tu perds, on t'envoie dans une autre dimension où tu souffriras pour toujours. Ce qui bizarrement est pire, en fait, un peu, non? Ça permet de cacher des scies circulaires en disques magiques qui t'envoient au royaume des ombres au lieu de juste te découper en deux. C'est cette version qui est arrivée jusqu'à chez nous. Après, même si elle est problématique, elle a au moins le mérite d'exister, en plus de nous avoir donné quelques bonnes choses, comme... C'est l'heure du duel. Mais tout ça, c'est que le sommet de l'iceberg. En réalité, 4Kids s'est beaucoup plus réapproprié Yu-Gi-Oh! Que tu ne le crois. La chaîne avait très bien compris qu'ils avaient mis la main sur la poule aux œufs d'or. Au début des années 2000, Yu-Gi-Oh! Était constamment au sommet de l'audimat, mais une bonne partie des bénéfices revenait aux ayants droit japonais. 4Kids voulait l'entièreté du gâteau. Il a alors eu une nouvelle idée, le merchandising. La force de Yu-Gi-Oh! C'est aussi ses produits dérivés, certains très cool comme le jeu de société Dungeon Dice Monsters qu'on voit dans l'animé, d'autres plus random comme des
mini-figurines ou alors le fameux déodorant Yu-Gi-Oh qui existe pour de vrai, bien sûr. Tout ça, c'est très rentable. Oh, C'est merde. ainsi qu'en 2002, sans avertir les Japonais, ils signent en douce un contrat avec Funimation pour sortir des DVD Yu-Gi-Oh. Apparemment moins censurés et plus fidèles à la série originale, ils se sont très bien vendus. Au total, presque 4 millions de dollars de bénéfices, sans que les ayants droit en touchent un centime. Illégal, merde. mais efficace. Et d'un coup, 4Kids se rend compte que les Japonais ne font pas très attention à ce qui se passe en Amérique. Ils signent alors des contrats de diffusion un peu partout, comme avec Cartoon Network ou même Nintendo pour mettre l'animé dans la collection de Game Boy Advance Video. Une cartouche avec des épisodes dessus, encore une fois, sans l'accord des Japonais. Ils font même un deal avec la Maison Blanche, qui paye pour utiliser l'image et la voix de Yugi dans un spot de pub contre le cannabis. I know marijuana is harmful. I know it can't improve my game. Pendant presque toutes les années Attends, 2000, c'était 4Kids quoi, ça sous-traite ses licences en dépassant les clauses de ses contrats et empoche des millions. C'est seulement en 2010 que enfin l'affaire éclate. TV Tokyo et Neon Ad découvrent le poteau rose et attaquent 4Kids en justice, demandant 4,8 millions en réparation. Pour la chaîne, c'est dévastateur. Ses meilleurs jours sont derrière elle et sa mauvaise réputation lui a coûté toutes ses meilleures séries comme One Piece et Pokémon. Elle est même carrément en train de déclarer faillite et si elle perd Yu-Gi-Oh, c'est terminé. 4Kids choisit de se battre et la guerre judiciaire commence. La première victime, c'est l'animé. À l'époque, Yu-Gi-Oh était en train de finir 5D, la saison avec les motos. Mais à cause des tensions, la localisation et le doublage prend du retard et c'est les épisodes 111 à 122 qui juste passent à la trappe. Puis après le 136, la production s'arrête complètement, laissant les fans sans une vraie fin, juste avant les meilleurs duels de toute la série. Une blessure irréparable pour la production de 5D. Les Oh, Japonais merde. sont furieux. Heureusement, dans quelques mois sort Ouais, Yu-Gi-Oh! clairement. Zexal, qui est là pour remonter le niveau. Un Du vrai coup, avec craquette, lui. 4Kids en pleine crise, les Japonais, sûrs de leur victoire, commencent à chercher un remplaçant. Sauf que, même en faillite, 4Kids garde toujours l'exclusivité des droits d'exploitation de Yu-Gi-Oh! En Occident. Et ils sont pas prêts de les lâcher. Les profits de Zexal sont leur seul espoir de ne pas disparaître. Ainsi, 4Kids menace un contre-procès si le Japon commence à faire la promotion de Zexal autre part que chez eux. Et ça marche. En 2011, après la décision d'un juge, 4Kids conserve les droits de Yu-Gi-Oh! La chaîne commence ainsi à travailler sur le doublage de Zexal, mais les ayants droit ne se laissent pas faire. Le premier procès est toujours en cours, et à la minute où ils le gagneront, ils pourront évincer 4Kids. Ils devront alors être prêts. En secret, ils se tournent alors vers Bang Zoom Entertainment et leur demandent un deuxième doublage de Zexal. Ils font même leur propre version du générique, Go For It. Sauf que si aujourd'hui C'est on se immonde. rappelle de l'iconique, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Même si 4Kids était sur son lit de mort, il n'avait pas rendu son dernier souffle. Et en donnant Yu-Gi-Oh! À une autre entreprise, le Japon venait de briser les clauses de son propre contrat. Celui sur lequel ils étaient justement en train d'attaquer 4Kids. Voyant ça, la cour réinspecte les accusations et contre toute attente, finit par donner raison à l'entreprise américaine. 4Kids garde l'exclusivité d'exploitation et force les Japonais à leur verser 8 millions de dollars en dommages et intérêts. Oh, Dans merde. leur précipitation, les ayants droit venaient de laisser la victoire la plus facile de tous les temps leur filer entre les doigts. Et au passage, le de contre-Ono perdre le plus violent de double de la l'histoire. somme qu'ils avaient demandé à la base. Le pire, c'est que même si 4Kids gardent les droits du Yu-Gi-Oh!, ce qui leur permet de continuer Zexal, ils font toujours faillite. À peine quelques mois plus tard, l'entreprise est forcée de fermer définitivement ses portes et de lâcher l'exploitation de Yu-Gi-Oh! Pour lesquels ils avaient retourné ciel et terre. Si les Japonais avaient été un peu plus patients, ils auraient eu ce qu'ils voulaient, sans se battre. Finalement, en juin 2012, sur les ruines du champ de bataille, arrive Konami. Le géant japonais profite de la cohue pour rafler les droits d'exploitation de la licence, allant jusqu'à carrément racheter les locaux de 4Kids. Une manière de consolider son emprise sur Yu-Gi-Oh! Et d'en faire la franchise que l'on connaît aujourd'hui. Si cette histoire est encore relativement peu connue, son impact sur l'univers que l'on aime tant est drastique. Par ses pratiques, 4Kids a façonné la réputation de Yu-Gi-Oh! Pour le meilleur comme pour le pire. Au final, cette histoire nous apprend que la guerre ne laisse aucun vainqueur et que souvent, ceux qui gagnent sont ceux qui ne jouent pas. Et c'est encore plus vrai pour le scandale suivant. La guerre secrète de Yu-Gi-Oh!
Alors, on Bah, a dit en que vrai, le Konami taf de gérait les recherche cartes qu'il fait, c'est Yu-Gi-Oh! Mais exceptionnel. ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont eu un adversaire, d'abord allié puis ennemi. Je vous raconte le duel titanesque entre deux entreprises qui a failli signer la fin de Yu-Gi-Oh! Lorsque, à la fin des années 90, quand Konami approche Kazuki Takahashi pour adapter son idée de duel de monstres en un véritable jeu de cartes, ils étaient loin d'imaginer le succès planétaire et les passions qu'ils allaient déchaîner. Au tournant du millénaire, en parallèle de l'animé, le géant japonais décide d'exporter ses cartes en Occident. Ce qui est plus galère que tu ne le crois. Un jeu de cartes comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! C'est une galère à produire. En plus des usines et des machines de pointe pour les imprimer, tu dois aussi trouver des gens pour distribuer tes boîtes jusqu'aux magasins qui veulent bien les prendre. À côté, il faut organiser des tournois, sans quoi le jeu meurt, et surtout communiquer dessus. Des spots de pub, des articles, des événements, un travail monumental. Konami a besoin d'aide. Il leur faut quelqu'un qui comprend la culture américaine, qui a déjà des usines d'impression et des réseaux de distribution. Et cette personne, c'est Upper Deck. Oh Entertainment. putain À de l'époque, merde. le pilier des cartes de sport. Hockey, rugby, basket. Chez nous, on les connaît surtout comme les albums Panini, les ancêtres de Je Yu-Gi-Oh! connais Que cette tu histoire. collectionnes, mais que tu ne joues pas. Là-dedans, Upper Deck domine le marché occidental. C'est le candidat parfait. Et en 2002, il obtient l'exclusivité des droits de distribution de Yu-Gi-Oh! Pour 75 millions de dollars. Ça paye. Immédiatement, Yu-Gi-Oh! Devient leur licence la plus rentable et de loin. Pendant un temps plus populaire que Magic et Pokémon, en 2009, il entre dans le Guinness Book des records comme le TCG le plus rentable avec 22 milliards de cartes vendues. Yu-Gi-Oh! Est dans son âge d'or. Au sommet de la hype, Upper Deck maintient le cap, organise tournoi sur tournoi et attire des millions de joueurs. Mais le 8 octobre 2008, tout s'arrête. Au matin, une lettre de Konami arrive sur le bureau de Vintage Sport, un des revendeurs d'Upper Deck, à qui l'entreprise fournit des produits qui sont ensuite repackagés et mis en rayon. Konami vient de les assigner en justice. Le problème, c'est Duel King 2, un des produits de Vintage Sport. Dedans, 3 boosters et 3 cartes promo comme Homme Oiseau de Feu Héros élémentaire en ultimate rare. Genre comme ça, garantie, une folie pour n'importe quel enfant. C'était presque trop beau pour être vrai. Et justement, ça l'était. Si les boosters étaient officiels, les cartes promo vendues avec étaient en fait des fausses, de la contrefaçon. Alors, comme ça, c'est pas si surprenant. Les fausses cartes, c'est tout un marché parallèle qui mériterait une vidéo entière dessus. Constamment, des entreprises douteuses tentent de vendre des contrefaçons à bas prix. Souvent, c'est cramé, la police n'est pas la même, la texture est différente, ou alors t'as carrément des fautes d'orthographe. Mais du coup, ils espèrent juste que les parents qui n'y connaissent rien tombent dans le panneau. Waouh, des cartes à moitié prix, mais c'est génial, je vais prendre ça pour mon fils. Attends, le dragon gris aux yeux marrons. Génial! Déjà, rien qu'en 2005, on comptait 350 procès de contrefaçon de cartes Yu-Gi-Oh! Sauf que Vintage Sport n'est pas comme les autres. Ces fausses sont très convaincantes. Tellement fidèles qu'au premier coup d'œil, on se dit que c'est des vrais. Ce qui les trahit, c'est une très légère différence de texture et d'épaisseur sur la carte, légèrement plus fine. Et surtout, l'œil d'Anubis, une contre-mesure de Konami pour identifier les contrefaçons, qui là n'est pas doré comme sur les vrais, mais argenté. Du coup, lorsque tu compares une fausse avec sa version officielle, tu remarques la différence. Mais toute seule, pour un enfant, elle fait plus vrai que nature. Konami ne perd pas un instant et attaque l'entreprise en justice. Et ça aurait pu être la fin de l'histoire, genre Vintage Sport était très fort, mais voilà, on les a attrapés. Dragon blanc aux Sauf yeux que, verts. pendant l'affaire, l'entreprise révèle, preuve à l'appui, qu'elle n'a pas produit ces fausses cartes. Elles leur ont été distribuées par nul autre que Upper Deck. Le distributeur aurait fourni à Vintage Sport pas moins de 531 240 promos contrefaites. Un demi-million de cartes imprimées sous le nez de Konami pour le profit d'Upper Deck au détriment de la qualité de Yu-Gi-Oh! Comment c'est possible? Eh ben, on n'est pas sûr. Des rumeurs parlent d'employés qui auraient transporté discrètement des plaques d'impression de Yu-Gi-Oh! Sur d'autres machines de l'entreprise. Ça expliquerait leur qualité quasi parfaite. Mais une chose est sûre, le partenaire de Konami les a arnaqués. Le géant japonais les attaque pour violation de copyright, mais l'entreprise américaine nie en bloc et leur répond qu'une guerre judiciaire ne finira qu'en une destruction mutuelle assurée. Bref, une menace. Le combat commence. Lorsque Konami tente de saisir toute la production de cartes, Upper Deck répond avec un contre-procès pour rupture de contrat, diffamation, fraude et carrément conspiration civile. En gros, il les accuse de s'être arrangés avec Vintage Sport pour les attaquer. C'est pas très logique, mais ok, d'accord. En réparation, Upper Deck demande... Vous savez ce qu'on dit, hein. Quand t'es dans la sauce, vas-y à fond. Mais genre, vraiment, plus c'est gros, plus ça passe.
75 millions et 1000 $, juste au-dessus de ce qu'ils ont payé pour les droits de Yu-Gi-Oh! Alors dans le game, on appelle ça une technique d'intimidation, mais Konami ne joue pas. Pour limiter la casse, les Japonais tentent de terminer prématurément leur contrat avec Upper Deck et arrêtent même de leur envoyer les nouveaux packs. Une stratégie risquée qui se retourne contre eux. En fait, Upper Deck contrôle aussi le marché européen, et après plusieurs déboires judiciaires, le tribunal des Pays-Bas, à la surprise générale, donne raison à l'entreprise américaine. Konami n'a légalement pas le droit de se séparer d'Upper Deck avant la fin du contrat, en 2010. Konami conteste et apporte une nouvelle motion pour bloquer l'arrivée des prochains produits en Occident. À l'époque, c'était le début de 5D, et Crise Écarlate, le deuxième set de la génération, est ainsi retardé à la grande frustration des fans. De même, au milieu du chaos, les tournois de grande envergure sont suspendus. Yu-Gi-Oh! Est en train de mourir. Pour préserver sa réputation, Upper Deck lance les Upper Deck Day, un gigantesque événement centré sur un tournoi avec des récompenses hallucinantes. Tu pouvais recevoir des promos comme Cyberstein ou alors Sarcophage Doré, normalement uniquement donnés aux vainqueurs des SJC, qui se vendaient à l'époque pour plusieurs milliers d'euros. Au total, les vainqueurs se partageaient un prize pool de 250 000 $, la plus grosse récompense de toute l'histoire du jeu. On pourrait se dire que c'est cool de leur part, une manière de garder Yu-Gi-Oh! En vie. Mais la réalité, c'est que Upper Deck sait que l'heure tourne et qu'ils risquent de bientôt perdre leurs droits de distribution. C'est donc surtout pour eux une manière de liquider un maximum de produits avant qu'il ne soit trop tard. Et ils ont eu raison. Dans les semaines qui suivent, Konami revient en force. Ils arrivent à faire passer une injonction préliminaire qui empêche Upper Deck de distribuer des cartes Yu-Gi-Oh! Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Surtout, en Europe, le rappel fonctionne. La cour d'Amsterdam revient sur sa décision, invalidant au passage le contre-procès d'Upper Deck et donnant raison à Konami qui peut immédiatement terminer son contrat avec l'entreprise américaine. Début 2010, sans jurisprudence pour le sauver et face à la montagne de preuves qui s'accumulent, Upper Deck est dos au mur. Il n'a pas le choix, il se présente devant les tribunaux et avoue avoir en effet participé à l'impression et la propagation de fausses cartes. Même ses avocats ne peuvent plus le défendre. Ce comportement demeure indéniablement répréhensible, et je suis ici en tant qu'avocat des deux accusés pour vous demander de tenir mes clients responsables de ce comportement, car il n'y a aucun doute qu'elle était répréhensible. Finalement, les deux entreprises finissent par régler l'affaire en dehors des tribunaux pour une somme inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que Upper Deck reçoit une injonction permanente qui les empêche de commercialiser du Yu-Gi-Oh! Pour le reste de leur existence. Un coup très dur sur leurs finances et sur leur réputation. L'entreprise commence à perdre ses deals avec d'autres TCG comme World of Warcraft et quelques temps plus tard, elle fait faillite. Aujourd'hui, du géant américain des cartes, il ne reste rien. Yu-Gi-Oh! Retombe entièrement entre les mains de Konami qui décide de s'occuper lui-même du marché occidental. En plus de mener une cabale contre des contrefaçons encore en circulation, les SJC d'Upper Deck sont remplacés par les YCS qu'on connaît encore aujourd'hui. Enfin, Konami rythme le jeu avec 4 banlists par an, là où son prédécesseur n'en avait que une tous les 6 mois. Mais cette séparation laisse des traces. Crise Écarlate a été retardée de plusieurs semaines, un retard qui ne peut pas être rattrapé. Chaque set a besoin d'avoir suffisamment de temps pour se vendre et sortir les suivants en avance reviendrait à sacrifier les autres. Une différence se crée ainsi entre le Japon et le reste du monde. Au fil du temps, la fissure grandit jusqu'en septembre 2013 lorsque Konami sépare la banlist entre l'OCG, le Japon, et le TCG, l'Occident. Encore aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! Est coupé en deux. Est-ce que c'est pour le mieux? Difficile à dire. Alors majoritairement, oui, avec ces pratiques, Upper Deck aurait détruit la réputation de Yu-Gi-Oh! Leur retirer la licence était nécessaire et Konami a réussi le pari ambitieux de préserver le jeu malgré le chaos. Néanmoins, on sent quand même la différence de philosophie entre les deux entreprises. Mais les ça part d'un anciens rien, joueurs quoi. parlent des tournois d'Upper Deck avec une nostalgie chaleureuse, là où l'organisation et la communication de Konami semblent parfois un peu plus distantes, moins connectées avec les joueurs. Par exemple, même si les banlists Mettons les points sur les i et les barres au T. Konami tout seul fait de l'AD. Leurs distributeurs aujourd'hui sont de qualité et donc du coup on arrive à avoir une vraie communication. Mais Konami, t'as l'impression que c'est quand même un peu dur, quoi. sont plus régulières, les changements dessus n'y sont aucunement expliqués. Alors après, récemment ça s'améliore et je pense qu'on va dans le droit chemin, mais quand même. Ce que tout ça montre, c'est que l'histoire de Yu-Gi-Oh! Est bien plus tumultueuse qu'on pourrait le croire. Le 3e plus gros TCG du monde n'est pas qu'un titre, c'est quelque chose pour lequel des gens se sont battus pour le construire et le préserver. Le parcours des duels de monstres aurait pu s'arrêter 1000 fois. Le fait qu'il soit ainsi encore debout aujourd'hui force le respect et met en perspective les problèmes. Je suis pas assez dans les petits papiers pour te dire est-ce que ça s'améliore ou pas, tu vois. Dernièrement, avec Breakflip, il y a eu du mieux, mais Breakflip, c'est pas Konami, tu vois.
Mais Breakflip répond à Konami. Donc, c'est quoi la part de responsabilité de chacun là-dedans? Telle est la question. Problème du moment. On a rapidement tendance à dire que Yu-Gi-Oh est mort, c'est fini. Mais quand on sait tout ce à quoi il a survécu, on se dit que ce jeu que l'on aime tant n'a pas encore dit son dernier mot. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Croyez en l'âme des cartes, à la prochaine. Aussi, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour On met un précommander pouce, nos... comme d'habitude. Bon, est-ce qu'il reste des vidéos de chez Tero qu'on n'a pas vues? Telle est la question. Je crois qu'on a un jour. Hein. Est-ce que le reste... Bon, Magicien Sombre, on s'en branle. Ouais. Tout le reste, on est bon. Ok, bon. Ça c'est fait. Moi, je vois que Pokémon et Clorcana, ils ont déjà annoncé leur WCQ jusqu'en 2026. Mais en fait, déjà, je pense qu'il doit y avoir des restes de putain de OPS dans l'organisation de Breakflip actuellement. Et que tant qu'on n'aura pas passé un an complet, Breakflip n'aura pas récupéré à 100% les WCQ et tout ça, tu vois. Déjà, truc qui est ouf, c'est que cette année, on commence les WCQ au mois d'août, chose qui n'arrivait pas habituellement, tu vois. Et ça, je sais pas si c'est Breakflip ou si c'est OPS qui a géré la chose, mais on commence déjà à avoir des dates pour le mois d'août, chose qu'on n'a pas habituellement. Genre, on les a eu quoi, la semaine dernière les dates? Donc ça fait 2 mois et demi d'avance. Ce qui est pas déconnant, tu vois. Et je pense que gentiment, ça va commencer à aller dans le bon sens, mais il faut laisser le temps aux gens qui reprennent la distribution de pouvoir faire correctement leur taf. Maintenant, est-ce qu'on aura plus de tournois cette année? J'en ai aucune idée. J'espère, mais ouais, la course au point qui commence en août. Non, mais tu vois, alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce que le petit mois d'août qui te sert de vacances, il est plutôt agréable. Maintenant, bon, on va bouffer des cartes 12 mois par an, et ça va être exceptionnel, mais en termes de fatigue, ça va être chaud pour les joueurs, quoi. Sachant que Konami donneront l'heure aux Américains avant les Européens. Heureusement qu'on a Breakflip pour la France, mais globalement, rien n'a changé pour nous. Je sais pas si on peut dire que rien n'a changé, genre en termes de tournoi, c'est quand même beaucoup plus propre. La communication, elle est folle. Oh. Tu sens que Breakflip, ils ont un véritable amour du jeu, tu vois. Et puis en plus de ça, ils ont une expérience qui est non négligeable, tu vois. Genre à un moment donné, c'est comme Slice, tu vois. Faut attendre qu'ils essuient le plâtre, c'est vrai, tu vois. Genre, ils repartent d'une blessure qui est quand même vachement profonde, parce que OPS a quand même fait beaucoup de merde, et donc du coup bah tu dois réparer ce qui a été fait en amont, tu dois retrouver la confiance des joueurs, tu dois aller dans le bon sens, et ça c'est pas rien, tu vois. Dédicace au scorekeeper du CDF, je sais pas qui c'est, mais c'était le GOAT cette année. Non mais ils ont fait du bon taf, tu vois. Ouais, ça serait bien ça par contre, tu vois, qu'on ait les 3 à 4 YCS de l'année genre bien en amont, histoire de pouvoir poser les week-ends et tout ça pour tout le monde, et ça serait cool quoi. Et ça serait vraiment cool. Fait encore de vidéos ce monsieur ou pas? Attendez, allons voir. Non. Non. Yamired a arrêté de faire des vidéos. Euh... Qu'est-ce qu'on peut se mater? Bah, je pense que ça va partir sur des matchs, hein. C'est fou, hein. Il y a vraiment pas assez
de chaînes qui font du contenu autour de Yugi sans être forcément sur du Yu-Gi-Oh pur. Ce que je veux dire sur du jeu brut. Hop là. Alors. Qu'est-ce que DB Grinder a à nous proposer? Moi je suis chaud pour voir du Vanquish contre les decks de la méta actuelle. On regardera le reste un peu plus tard. Genre, on peut commencer à regarder un peu dans ma topée, vous me direz. Hop là. Il y a déjà des FR qui ont prévu de faire un YCS, ils ont réservé 4 mois avant. Bah, ça pourrait être cool, tu vois. On va peut-être avoir des récompenses de points comme au Japon pour obtenir des produits exclusifs, j'espère. Mais en fait, de toute façon, déjà ce qu'ils ont fait au niveau des YCS, c'est cool, tu vois. L'augmentation des prices, c'est pas grand chose, mais typiquement ton Veiler, tu vois, il va coûter une blinde. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Jamais j'ai une des critiques honorifiques, ils sont forts, mais c'est plutôt la com direct de Konami vers l'Europe où je me disais rien n'a changé. Les annonces YCS par exemple, l'US à tout, nous on a rien. Ouais, après, je pense qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte que leur jeu en fait il est en train d'exploser et qu'il va falloir qu'ils changent leur fusil d'épaule. Et je pense que c'est déjà le cas quoi. Maintenant, on verra bien. In this video, we have In this video, ferme ta gueule. On va commencer par là. Commençons par là et on va augmenter un peu la vitesse. Ça va nous permettre de faire un petit rappel d'ailleurs sur ce que Memento fait. Ça c'est plutôt cool. On va commencer par les Charmy. On va récupérer le terrain. Ah, bah envie de crever hein. On pose de bonnes parties. Oui bonsoir, je peux te poser une heure chez la famille. Merci Ténébras, ça fait plaisir. Non, c'est toi pour le training CDF comme ça. Ah ouais, ça t'a servi? Putain. En vrai, ça fait plaisir quand tu te dis que le taf d'explication que tu fais, ça peut servir à des gens, tu vois. Genre, j'ai pas eu énormément de retours vis-à-vis de ça. En même temps, la chaîne, elle est relativement petite, tu vois. Mais ça fait plaisir si ça a pu vous aider un peu de voir que bah, le temps qu'on a mis dedans a été utile. Et j'espère que ce sera à peu près la même chose vis-à-vis du temps qu'on mettra pour le CDE. La zone pour Valius. Récupère le chip. Wow. Là, il peut faire quelque chose. Non, il a pas de feu. Ah, il récupère les 3. Ok, ok, ok.
Pendant le jeu, tes infos sont top et j'ai toujours les liens des cartes majeures. Et bah, franchement, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il faut que j'arrête d'être dans le doute constant sur les conseils qu'on donne en live. Je sais que je suis pas le meilleur joueur en mécanique, tu vois, mais je pense que l'analyse elle est pas non plus dégueulasse à ce point-là. Enfin, pas dégueulasse au point où je le vends, quoi. Wesh. Il lui met tout ce qui est possible d'être mis, genre c'est terrifiant. En vrai, Vanquish est vraiment trop cool à jouer, genre... Non, puis là, il va le retourner. Pourquoi il le met en def? Il la connaît la carte en main, genre... peut juste essayer de tuer là. Pas compris. Pas compris, monsieur. Je m'entraîne, mais j'ai pas les automatismes pour Vanquish, il y a beaucoup de lignes de play. En fait, Vanquish, c'est surtout un deck qui répond beaucoup à ton adversaire et pas qui te demande de connaître toutes tes lignes, tu vois. C'est un deck qui demande beaucoup d'impro et tu dois savoir où tu vas avec un Razen X attribut en main, tu vois. Mais par contre, au niveau de ta gestion derrière de tes interactions, c'est beaucoup du feeling et de la lecture de ton oppo, tu vois. Il en manque là. Il manque un attribut. Waouh. Dis-moi vendredi, Olicius sera là, finir les proxys. La vie, genre je suis en galère pour le tournoi de la DAG, je n'arrive pas à avoir des Olicius. Genre je cherche des Olicius et des Gold Léo là, activement. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à passer en DM. Mais ouais, genre j'aurais beaucoup pouvoir jouer un truc qui me plaît au tournoi de la DAG et là c'est pas encore dit. C'est 3 displays ouvertes, aucune dedans. Ouais, mais en plus c'est vraiment une galère sans nom, genre
Tatsu, effet Tatsu. On voit les 3. Effet Schlip. Mais. Attends, ça fait comment là, Tatsu? Il y a un Dark Blade dans le cimetière? Je sais pas comment il a ramené. Et tiens, on récupère Schlippy. Avec Schlippy, on prend les deux, on invoque, effet. On pop en tuto 2, effet en reborn. Effet on pop le Schlippy, on récupère une memento, effet Schlippy. On va dans le deck. Avec le gros, effet du gros. Wesh. En vrai, les Olysio, je Hello pense guys, qu'elles it's vont... TV Grinder here. Ferme tes gueules. Elles vont être tellement galères à récupérer. Tellement. Mhm. Oh, le pari. Il fait un rocher là. Ouais. Romain Arès a open une display dimanche au local en balle. On a open toutes les lunes avec mon secret, short print, pas avant que je dedans. Ouais, mais c'est. Enfin. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Je suis pas sûr, tu vois. On va récupérer le cookie, ça va prendre un gros drôle en réseau, ça. Discard le shifter, on va récupérer le terrain, effet du terrain, on récupère Olysio, effet Olysio, on révèle le Shaolong, on l'invoque. On va prendre une impulse. On invoque Olysio. Et puis là ça va dérouler un peu. Ouais. Puis là tu peux pousser. Voilà. J'avoue c'est des anglaises que je vais recevoir. Happen. Je pense que c'est vraiment pas ouf cette wave là. Ça joue toujours pas du côté du joueur Vanquish hein.
Hmm. La plupart des gens jouent dans des bureaux violemment, genre, alors que t'as vraiment pas envie de le prendre hein, dans Vanquish. Le truc c'est que Mitsu contre Vanquish c'est genre vraiment très moyen. Genre là il va juste lui révéler un Vanquish de sa main et tout son board va rester. Voilà. Et là il a une main mon pote, t'as vraiment pas envie de prendre ça quoi. Genre là il était trop bien, il était vraiment trop bien. Hein. Je vais aller voir s'il y a l'autre chaîne là qu'on a mis sur un replay. Hop. Alors cette chaîne elle est un peu moins qualitative que Tupi Grinder parce que le niveau des gens il est vraiment moins bon. C'est un Lunalight tir. Par contre c'est infernal genre que les gens se coupent à cette vitesse et... Faut monter l'autre, ça je suis certain. Il veut juste faire sa Tower Lunalight, mais ils font tous leurs Tower Lunalight de merde. Hein. Yo Alex, comment tu vas? Il va prendre le TTT de sa vie, l'autre monsieur là. Ok, c'est bon, j'ai capté ce qui s'est passé.
C'était pas fou. Genre dans l'état actuel des choses, te dire que tu préfères commencer avec norme ça plutôt que norme I know, c'est un truc de fou. Surtout quand t'as Scream quoi. C'est un truc de zinzin, genre. Vous pouvez pas faire l'effet de Léo là? Et la sœur casse la gueule. Eh bonjour monsieur Anonyme, comment il va? Voloxen, comment tu vas? C'est vraiment immonde. Hein. Son deck, on dirait un enfant difforme, genre. C'est le genre de mec à te dire oui, mais quand ça tourne, ça tourne. Bah oui, heureusement que ça tourne, enculé. Je suis pas sûr que le mot soit intéressant, Voloxen. Bah écoute, ça va. Ça va, la chaleur est en train de me tuer, mais avec, hein. Non, encore, putain. On va aller un peu plus vite par contre.
Tiens, c'est pour donner envie de rejouer ça. C'est nul, Paul. Regarde, le deck ressemble à un enfant difforme, genre... Et personne n'a envie de s'infliger ça. Ah ouais, non mais... Index en modèle parental. Ah mais c'est... Ça a l'air particulier quand même. Et merci pour le follow, ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow si vous avez toujours pas réussi à vous follow sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Suffit d'en parler. Oh la grâce des enfers. Vivement Justice Hunter. Et moi déjà, vivement d'avoir Métro Olysio quoi. Ah d'ailleurs j'ai commencé à lire un nouveau manga. Pour ceux qui suivent un peu le manga. Alors c'est vieux. C'est un collègue de taf qui m'en a parlé et je ne connaissais absolument pas. Je suis en train de lire Monster, ça a l'air vraiment bien. Genre c'est un peu long, mais là je suis genre chapitre 20, 30, quelque chose comme ça. Et ça commence à être intéressant. C'est un banger Monster. Ouais, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, je t'avoue, genre les 10-15 premiers chapitres, t'es un peu là, rompiche, tu vois. Urasawa, c'est sans faute. Je connaissais pas assez le monsieur, genre je vais pas te mentir. Derrière, le dit collègue m'a parlé d'un autre manga à lire aussi, où grosso modo, il y a une pandémie de zombies sur Terre, et tu suis l'histoire d'un gars qui a jamais réellement vécu sa vie, et du coup, dû à la pandémie, il se dit vas-y, je vais faire les 100 choses que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et il m'a dit apparemment c'est exceptionnel. Mais en fait, tu sens que Monster, c'est un vieux manga, tu vois. Il n'y a pas le dynamisme qu'il y a aujourd'hui dans les mangas. Mais c'est pas pour autant que ça en fait quelque chose de mauvais, tu vois. Vanquish, il était là. T'as combien en main? 14. C'était mon manga d'horreur, je peux te conseiller le manga de Jinjo Ito. Je les ai tous lus, les Jinjo Ito. C'est vraiment bien. Avec petite mention à Tommy, que j'ai trouvé exceptionnelle. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez... si vous voulez que... Je vais vous conseiller un manga, vite fait. Bougez pas. Il est juste à côté de moi. Alors, il faut lire ça. Comment dire? Le mood de ce manga, il est un petit peu particulier. Parce que c'est des mangas qui sont un peu... ils vont rien vous apporter dans leur histoire. Mais c'est un manga qui
quand vous êtes dans un mood un peu nostalgique, quand vous êtes dans un mood un peu où vous savez pas trop où vous en êtes, je trouve que c'est exceptionnel. Ça s'appelle L'homme qui marche. Et j'ai pas trop envie de vous expliquer ce qu'il y a dedans. Mais quand vous allez finir de le lire, et le lire c'est un grand mot, vous allez ressentir une espèce d'apaisement de fou. Enfin, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Déjà, au niveau du travail du manga en lui-même, c'est exceptionnel. C'est une. Oh merde. C'est une couverture en bois. Enfin, en carton un peu bois. C'est magnifique. Et les planches de ce manga sont folles. Sont vraiment folles. Il n'y a pas énormément de dialogue. Il y en a même très peu. Mais quand vous finissez ce manga, vous avez une sensation d'apaisement qui est assez folle. Et je vous le conseille. De Shiro Taniguchi. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le remets. C'est L'homme qui marche. Il en a sorti un autre aussi, dont j'ai perdu le nom. Qui est vraiment très bon. Voilà. Et ça a été dernièrement un manga où genre j'ai pris une claque alors que y a pas grand chose dedans. Et en fait, du minimalisme de ce manga sort quelque chose de très très agréable. Donc voilà, faut que vous ayez une capacité à vous projeter dans le bouquin. Ça c'est une chose. Mais par contre, vous vous en ressortez avec un vrai bon moment. Voilà. Voilà. Donc ceux qui ont l'occasion de le faire, de le lire, le lisez pas en scan. Faut claquer ces 18 balles, je pense. Mais si cet été, à un moment donné, vous pouvez vous caler dans un jardin avec un peu de soleil, un peu d'ombre, et lire ça, je pense que vous allez vraiment apprécier l'expérience. Vous mettez un petit casque avec une musique de fond, et je vous jure, vous allez voyager. C'est exceptionnel. Voilà. C'est un manga contexte. Vraiment, c'est un manga contexte. T'as tous les tomes de One Piece. Je crois qu'il m'en manque 6. Il m'en manque 6 parce que je me suis arrêté au 100. Ouais, au tome 100. En gros, vu que dernièrement, financièrement, c'est un peu... voilà, j'ai pas trop de thunes à mettre dans... que ce soit dans Yu-Gi ou dans les mangas. Mes collections sont toutes en pause, mais là, grosso modo, dans la Mangatech, il y a à peu près 700 tomes. À peu près. Voilà. Et j'ai Blue Lock, Black Butler, j'ai tous les Fairy Tail, Erased, GTO, Dragon Ball Super, j'ai le début de Naruto, j'ai pas tout. J'ai tous les Mashle, j'ai les premiers tomes de Promise Neverland, j'ai Gangsta, j'ai Outlaw. J'ai Golden Kamuy, j'ai les King's Game, j'ai un truc qui s'appelle Prophecy qui est un peu moins connu, j'ai Awaken, j'ai les Green Blood, Poison City et Mansoul, j'ai les Full Metal, j'ai Blue Exorcist, j'ai Hymn. Alors Hymn, si vous connaissez pas, c'est sympa aussi. J'ai un truc qui s'appelle Blood Parade que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je les ai relus dernièrement et c'est c'est vraiment très moyen, mais il y a des planches qui sont folles. Berserk, j'en pense quoi? Bah attends. On parle de ça là. Alors, j'avoue, Berserk, je suis en train de récupérer les tomes. Je sais que c'est exceptionnel. Tout le monde me dit que c'est exceptionnel. Ça match énormément à mon genre. Mais pour le coup, je suis en train de tout récupérer parce qu'à mon avis, quand je vais me plonger dedans, je vais tout one shot. Donc pour l'instant, j'ai pas commencé. Mais la collection de Berserk est en train de s'accumuler. Et dès que j'ai tous les tomes, de mémoire, il y en a 34 ou 35. Je vais les torpiller. Et c'est ce que j'avais fait avec les Mashle. Genre j'avais acheté les 18 et je les ai enculés en une journée. Donc je pense que Berserk ça va être à peu près ce qui va y arriver. Mais grosso modo, je sais que c'est une œuvre iconique. Du coup j'ai envie de respecter l'œuvre. Donc j'ai envie d'avoir les mangas. Et j'ai envie de me poser pour tout one shot parce que je fais partie de ce genre de personnes qui... Tu sais, quand t'arrives sur une fin de manga qui est un peu en mode cliffhanger ou que t'as envie d'avoir la suite, je veux avoir la suite sous la main. Et donc du coup c'est pour ça que je suis en train de récupérer les mangas. Mais voilà, à côté de ça, il y a les Bleach, il y a les SNK, il y a les My Hero Academia, il y a les Death Note. C'est déjà pas mal, mine de rien.
Mine de rien, mine de rien. Et puis j'en ai encore quelques-uns dans la chambre, mais voilà, la connexion, elle a de la gueule. Et j'ai pas les Yu-Gi-Oh! Honte à moi. Il y a les Shield 21 aussi qui traînent quelque part. J'ai une partie de One Punch Man aussi. Donc voilà. Pour la petite parenthèse manga. J'en peux plus de ce putain de combo. Je vous jure, j'en peux plus. Je connais pas Freerun. Genre. J'ai hâte de voir les decklists à l'Europe. Je pense que les decklists vont être vraiment cool. Mais en vrai, je sais pas s'il va y avoir une. Merde. Une banlist pour l'Europe. Ça serait cool. Ça serait honnêtement cool. Maintenant, on verra bien. Ouais, c'est possible, c'est un peu moins de 4 mois après. Bah en fait, le truc, c'est que si ça sort, ça sera sur le... Putain. Sur le continental américain. Donc, à voir. À voir, à voir. Bon, nous on va se mater celle-là, là, cette dernière-là, et puis on va glisser après. Après, moi, je vais y aller... Attendez, j'ai pas suivi le début de la game, là. Il y a un drôle qui part. Ouais, ça a pris la foudre un peu. Le Bakushkai, il est infernal à gérer, genre... Lunalight, ça va être un cancer safe. C'est pas inarrêtable. Ça a énormément de push par contre sur certaines mains et ça c'est... Enfin c'est une engine qui est vraiment solide et qui est vraiment agréable, tu vois. C'est pas genre absolu, tu vois. Et c'est cool. Genre vraiment le format, je pense, Lunalight Vanquish, il va vraiment être très très cool. J'espère juste que Justice Hunter, tu vois, ça va pas venir perturber vraiment de fou l'équilibre qu'ils sont en train de trouver. Qu'est-ce que vous faites de beau? On est juste en train de mater quelques games, on a fait un peu de react au début de live. Et vu qu'il n'y avait pas énormément de contenu derrière, on s'est dit vas-y go. Go mater des trucs tranquilles. Pour ceux qui viennent d'arriver aussi, je le redis, j'aurai pas de planning de stream cette semaine parce que cette semaine ça va être un peu tendu. Il y aura peut-être un stream demain matin. Genre de, je sais pas, je dirais 11h30 vers
13h, jusqu'à 13h, quelque chose comme ça, mais rien de sûr du tout. Parce qu'en gros, demain après-midi, je vais découvrir Warhammer avec un collègue de taf. Yo, couteau. Du coup, je vais pas être très très dispo cette semaine. Donc voilà. Et puis qu'après. Jeudi, je bosse. Vendredi, je suis à la Japan. Samedi, je suis à Rennes. Dimanche, je fais le tournoi de la DAC à Rennes. Voilà. Ça va être un peu compromis en termes de stream. Mais semaine prochaine, on se pose et on bosse sur du coup RB et les psychiques. On va voir aussi rapido ce que fait GoGoGo. Et je pense qu'on se fera une petite session, une session rappel sur Memento, Mermail et tout ça. Parce que là, tout à l'heure, j'ai vu une game de Memento et je suis passé totalement à côté de la moitié des effets. Enfin, je vois grosso modo ce que ça fait, mais il faut les remettre en tête parce que mine de rien, le CDF c'était il y a un mois donc. Mais c'est bien le sud au couteau. Faut pas être triste comme ça d'aller dans le sud. Bah force mon pote. Après j'espère que pour toi que la voiture elle a la clim hein. Je suis en bus, la clim nickel, même un peu trop forte. Mais 2 heures de trajet, putain, on est 12 heures c'est long, force à toi mon ref, vraiment. Oh il a pas fait une. Ouais voilà. En vrai, dès que t'as une dans l'équation, genre voir une couche ça devient trop trop dur. Les cartes Sacrament Toon Dragon. Parce que j'ai un avis hyper tranché. Je l'ai pas lu, genre je vois même pas de quelle carte on parle. Pour être tout à fait honnête. J'ai vraiment l'impression que personne joue dans Nib. Enfin, personne joue autour de Nib. C'est vachement frustrant. Genre, après on ne le voit pas beaucoup dans les mains, mais
On va parler à la sortie de Dragon Tail. Ok. Mais de toute façon, on se fera des petits streams de. Putain. Des petits streams pour Justice Under. Alors, par hasard, je vais essayer de faire un petit sondage là rapide. Alors, je vous dis pas que ça va se faire. Mais si genre, admettons, un soir dans la semaine, on se fait je vous stream un tournoi qui se passe sur Le Mans, ou même ailleurs, genre une fois toutes les semaines. Est-ce que ce serait un truc qui vous chaufferait? Je sais juste pas c'est quoi qui est joué actuellement sur la ville. Mais grosso modo, le bar où je taffe, tous les vendredis soirs font des soirées Yugi. Et genre, je me dis que peut-être ce serait cool de vous diffuser les tournois, tu vois, avec un setup cool et tout. Et si ça vous chauffe, ça pourrait se faire, tu vois. Peut-être. Je dis bien, ça pourrait se faire peut-être. Parce que genre, j'en ai parlé à absolument personne. Je prends juste une température, tu vois. Ah, pour la petite anecdote, l'autre jour j'étais en train de servir au bar et on a eu des gens qui sont venus de Paris pour un enterrement de vie de garçon. Et le gars il m'a fait. Genre, je sais pas s'il passera dans le stream, mais il y a un gars au bar qui m'a dit: Mais toi tu stream du Yugi? J'étais mort de rire. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Ouais, justement. Il attaque un peu. C'est lèche ça. Du coup, est-ce que si on fait du stream de vrais mecs qui jouent, hein, je parle avec un vrai layout et tout, ça vous chaufferait ou pas? Parce que j'ai pas eu de retour dessus. Je prends ça pour un non, c'est de la merde, arrête. Ou ça pourrait vous tenter.
Non, 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 ça serait. Vu que ce serait le vendredi soir, ça serait un commentary avec moi à côté, tu vois. Et puis, genre, on fait venir les gens qui jouent et on papote un peu avec eux. Et en gros, ça serait un. Je sais pas, je dirais 21h minuit, si jamais on ferait un truc du genre, tu vois. C'est juste savoir si je commence à essayer de négocier ou pas, tu vois. Bref, faut voir avec mon taf et les joueurs là-bas. Ça me dérange aussi une table en live, mais ça peut pour moi le tourner Yu-Gi-Oh! Et le voir au passage et commenter, ça peut être cool aussi. Bon, faudra que je vois ça avec eux. Je pense que ça peut être pas mal, tu vois, parce qu'on fait très peu de gameplay physique sur cette chaîne. Et genre, typiquement, là, tu vois, je me tâte à essayer de récupérer un remote, enfin, un setup de remote. C'est même pas à récupérer, parce qu'en soi, j'aurais juste à en installer un, tu vois. Mais c'est pareil, j'ai pas de deck en live, donc, enfin, j'ai pas de deck brut, moi, là, dans les mains, tu vois. Donc, à voir à quel point c'est récupérable, et puis, peut-être essayer de faire venir de temps en temps des gens de l'équipe, tu vois. Faire venir des gens de l'équipe au bar, ça pourrait être cool aussi. Ça pourrait promouvoir le truc et peut-être motiver certaines personnes de la ville à essayer de bouger. L'avantage, c'est que c'est le vendredi soir aussi, donc souvent les gens ils bossent pas le lendemain, tu vois. Enfin. Ouais, non mais. Quand je dis un deck de montée, je parle d'un vrai deck, tu vois. Bon, là, l'avantage qu'il a, c'est que. En plus, ça peut pimper trop quoi en QCR. Il y a que Masterpiece qui est sorti en QCR. Et je t'avoue que je préfère le Secret de Macre. Mais, il va faire de la value sur ses Moon Charmy. Longtemps. Mais. Hmm. Je pense que c'est pas fou de le faire maintenant, le drôle. Ouah, le Dogoran qui vient du ciel, genre. Après, il y a Hound. Hmm. Bon. Bah écoutez, on arrive gentiment sur la fin de ce stream.
si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit follow, ça fait toujours plaisir. Et à rejoindre le Discord, point d'exclamation Discord. Ça vous donnera les streams quand ils arriveront et les différentes actions au niveau de l'équipe. J'essaye de vous prévoir un truc pour le mois de juillet. Typiquement, un des sub-goals un des sub-goals qu'on avait sur la run du CDF. Je vous en dis pas plus, mais il me manque encore une petite réponse et on va planifier ça assez vite. Et je vais essayer de vous remettre en place aussi le Millennium avec Florian Perica avant le CDE. Alors il y a celui avec Mathieu déjà qui est prévu la semaine d'avant. Et peut-être que celui avec Flo Perica du coup il sera la semaine d'après le CDE ou peut-être la semaine encore d'après. Et j'en referai un autre aussi fin août. Enfin là j'ai du retard sur les Millennium. Mais août ça va être costaud. Genre vraiment ça va être très très costaud. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser encore mais bon. Voilà. Moi je vais vous envoyer chez Mathieu, il est en train de bosser Vanquish. Donc vous allez être un peu dans la continuité de ce qu'on a vu là. Je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée. Et peut-être à demain matin 11h30 du coup s'il y a un stream qui part. Et puis à plus. Allez ciao.